Pour la première communication, moi j'ai choisi de vous parler de prévention et peut-être un peu de résilience, mais surtout de prévention. Pourquoi ce sujet? Parce que on parle beaucoup en psychiatrie de thérapeutique et finalement on parle très peu et on s'intéresse finalement très peu à la prévention. Or, lors de ce congrès européen, bien plus qu'au congrès américain, par exemple, qui a suivi en mai, on a parlé beaucoup de prévention, d'aspects dont on ne parle pas assez, je pense, dans beaucoup de congrès. Alors j'ai choisi deux communications, une que je vais vous présenter un peu plus en détail et la seconde que je vais présenter de manière beaucoup plus abrégée qui concernait la prévention. Toutes les deux sont d'une Merete même Nodertopf, qui est une Danoise de Copenhague, qui s'est intéressée d'abord à la résilience et surtout la prévention par rapport aux enfants de nos patients. C'est une manière de s'intéresser finalement à la prévention chez un peu tout le monde. Mais d'abord, elle a commencé à s'intéresser à la prévention chez les enfants de nos patients. Pourquoi ça? Parce qu'elle dit, on s'est intéressé, quand on pense à la psychose par exemple, oui, on a commencé à s'intéresser aux premiers épisodes de psychose, et puis on s'est intéressé aux individus high risk, au risque de psychose. Mais qu'elle dit, il faut évidemment remonter bien plus en amont, finalement, déjà, voire dans l'enfance, parce que en termes de neuroplasticité, chez les sujets high risk, les hauts risques de psychose, finalement, les mécanismes de neuroplasticité sont déjà presque mis en place, c'est déjà presque trop tard, donc il faudrait s'intéresser beaucoup plus tôt à ce qui se passe chez eux. Alors j'ai trois questions à vous poser. La première, oui, on va la commencer. Voilà. Les enfants qui sont nés de parents avec un trouble bipolaire ont un risque accru de développer une schizophrénie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Donc c'est partagé, 2 tiers pensent que c'est vrai, toutefois. Question suivante. Les enfants nés de parents avec un trouble bipolaire ou schizophrène, cette fois, ont davantage d'expériences de type psychotique. Est-ce que c'est vrai, que c'est faux? S'entend que des enfants nés de parents qui n'ont ni trouble bipolaire ni schizophrène. C'est vrai, c'est majoritairement vrai ici, d'accord, on verra ce qu'il en est. Et la troisième question que je vous pose, les enfants nés de parents avec un trouble schizophrène ont davantage de problèmes de dextérité manuelle que des enfants qui n'ont pas un parent qui est schizophrène. C'est de nouveau un peu plus mitigé ici, mais environ 2 tiers pensent que c'est vrai. On va un peu voir ce qu'il en est. Alors, comment est-ce que notre Merete, notre Topf, introduit son sujet? Elle dit, regardons un peu ce qu'on sait sur le sujet dans la littérature. Il y a des analyses qui sont intéressées à ces problématiques et qui nous disent que les enfants nés, par exemple, de parents avec schizophrénie, oui, ont un risque accru de développer un trouble bipolaire ou même une dépression majeure, un risque environ 1,5 fois augmenté par rapport à la population générale. D'autres études qui nous disent que des enfants nés de parents avec un trouble bipolaire, cette fois, ont un risque accru de développer une schizophrénie, on voit que c'est croisé, ou une dépression majeure, et le risque est même 2 fois augmenté dans la population générale. Donc risque important. La moitié des enfants avec un risque familial de maladie mentale développent une forme de maladie mentale, une forme quelconque, développent quelque chose, et 1 tiers vont développer même une maladie mentale dite sévère, assez importante. Donc elle dit, ça c'est des données implacables qui sortent, il y a des méta-analyses qui s'intéressent à cela. Elle nous dit aussi, ce qu'on sait, c'est que les enfants avec risque familial élevé de maladie mentale montrent des déficits dans de nombreux domaines. Il y a toute une série de recherches, plus de neurosciences, qui ont essayé de s'intéresser
à ses enfants et qui montrent finalement qu'ils sont compatibles avec un déficit, pourrait-on dire, développemental, neurodéveloppemental, stable et persistant dans des domaines moteurs et cognitifs, et ce très tôt dans l'enfance. Ça ne veut pas dire qu'ils vont devenir malades mentales, hein. On a vu, c'est peut-être un tiers, peut-être la moitié, mais en tout cas, il y en a quand même une bonne proportion qui vont trouver, chez qui on va pouvoir observer des déficits sur le plan neurodéveloppemental. Souvent, le problème, c'est que ces études qui sont faites sont de petits échantillons, manque de suivi avec des mesures répétées. Souvent, oui, on s'est intéressé à ce qui se passait chez les enfants lorsqu'ils avaient 6 ans, et puis on ne sait plus très bien ce qu'ils deviennent par la suite. L'absence de focus sur des facteurs alors autres, développementaux, familiaux, qu'est-ce qui se passe dans la cognition sociale, dans la perception émotionnelle, on ne peut pas s'intéresser qu'à une série d'aspects. Il faut essayer d'être évidemment beaucoup plus large, et c'est pourquoi elle a essayé d'y remédier. En s'intéressant effectivement d'abord aux enfants dont les parents ont une maladie mentale importante. Vous voyez qu'ils ont des données souvent assez impressionnantes, donc ils sont intéressés ici à 14 000 enfants, non 155 000 enfants, dont 14 000 sont nés de parents avec maladie mentale entre les années 1969 et 2012, donc ils ont des cohortes absolument gigantesques. Et ce qu'ils trouvent, sans grande surprise peut-être, par rapport à des enfants dont les parents n'ont rien, donc par rapport à des enfants dont les parents n'ont ni schizophrénie, enfin dont la mère n'a ni schizophrénie, le père n'a ni schizophrénie, c'est la ligne bleue par exemple ici, ceux dont la mère et le père sont schizophrènes, c'est la ligne mauve ici, évidemment, ça monte de manière vertigineuse le risque de voir chez eux une pathologie mentale. Il y a beaucoup de choses. Par exemple, on sait que dans la population générale, sortons la pathologie mentale, dans la population générale, la probabilité qu'un enfant vive avec ses deux parents lorsqu'il a 16 ans, 16-17 ans, avec toutes les unions, les réunions, etc., ça tombe à quoi, 60-70% dans la population générale. Si on va voir ce qui se passe chez des enfants dont la mère est schizophrène, on tombe à 20%, 20, 25, 30%. Donc ce risque-là est aussi beaucoup plus important dans le milieu de vie. L'éducation aussi. L'éducation, la probabilité qu'ils puissent faire des études importantes, lorsqu'un des parents est schizophrène, ce risque, il est diminué. Et la probabilité qu'ils fassent des études moins importantes, qu'ils finissent les écoles primaires, voire l'école secondaire inférieure, ce risque, il est accentué quand un des parents est schizophrène. Et il est aussi augmenté lorsqu'un des parents est bipolaire. Et donc, cette étude, comment est-ce qu'ils ont essayé de faire les choses? Ils ont essayé de suivre 522 familles. Alors, un moyen important, comme ils mettent ça dans les pays nordiques, avec une infirmière de recherche, des gens qui collectent les données, un manager, un statisticien, des étudiants, toute une équipe qui va essayer de répondre à ces questions-là, qui vont suivre dans ces 522 enfants une bonne partie, 200, dont les parents n'ont pas de pathologie mentale, et puis d'autres enfants dont un ou les deux parents ont un trouble bipolaire, et d'autres dont un ou les deux parents ont une schizophrénie. Et on va suivre toute une série de paramètres. On va voir ce qui se passe à l'école, s'il y a une nurse, on va les voir, on va voir l'enfant, on va voir les parents, on fait des visites à domicile, donc on essaye d'être assez exhaustif dans le type d'approche. Et on ne s'intéresse pas qu'à des dimensions symptomatiques ou comportementales. On s'intéresse à toute une série de choses, bien sûr, oui, les symptômes psychiatriques émotionnels, mais la cognition de base, la cognition sociale, des mesures neuromotrices, des mesures physiques, et on prend en considération aussi l'environnement, bien sûr, qui va moduler tout cela, le climat émotionnel, et bien sûr les choses sur le plan social.
Qu'est-ce qu'ils ont pu observer? Je vous montre ici quelques données qu'ils ont observées, mais il y en a beaucoup plus qui ont été montrées lors du congrès. Eh bien, par exemple, le simple fait, est-ce que la grossesse est désirée ou pas? Ben, quand un des parents est schizophrène, c'est beaucoup plus souvent non que quand un des parents n'a rien ou quand des parents a la bipolarité. On va voir que souvent la bipolarité est souvent intermédiaire entre la population générale et la schizophrénie. Même chose, le fait que la mère fume par exemple durant la grossesse, ben, bien plus importante si elle est schizophrène que si elle est bipolaire ou que si elle n'a pas de pathologie mentale. Le retard dans le début de l'apprentissage scolaire, là aussi, bien plus important si la mère est schizophrène que si elle est bipolaire ou que dans la population contrôle. Les diagnostics des enfants à l'âge de 7 ans, donc c'est à 7 ans, dans une première étape, ils se sont intéressés à ce qui se passait chez l'enfant lorsqu'il avait 7 ans. Eh bien, oui, surtout dans la schizophrénie, de nouveau, et surtout les troubles disruptifs, plus de colère, plus de vol, plus le problème d'agitation, d'agressivité, de problèmes de comportement, alors que plus de phénomènes de stress, par exemple, si un des parents est bipolaire. Donc, ce sont des données qui ressortent. La question quant aux expériences psychotiques qui, je vous rappelle, peuvent survenir chez tout enfant, et ça ne veut absolument pas dire qu'il va devenir schizophrène. Chez un enfant, on peut avoir des expériences hallucinatoires, peut avoir des phénomènes délirants à bas bruit, ça ne veut absolument pas dire qu'il va devenir psychotique par la suite. On sait que ces phénomènes existent dans la population normale, mais sont bien plus fréquents, de nouveau, si un des parents est schizophrène, et un peu dans une mesure moindre si il est bipolaire. Quant au profil neurocognitif, alors là c'est intéressant, là on voit que c'est vraiment de nouveau la schizophrénie qui se démarque, bien plus que la bipolarité qui recoupe finalement la ligne normale, donc il y a une tendance mais il n'y a pas de choses tout à fait claires. Par contre, pour la schizophrénie, que l'on investit le langage, les performances en mémoire, verbales ou autres, les fonctions exécutives, l'attention, les vitesses d'exécution des tâches, dans tous les domaines, on est déficitaire. Chez des enfants de 7 ans. Si on va voir du côté moteur, de nouveau, ce sont des données assez intéressantes, même au niveau moteur, au niveau de la dextérité manuelle par exemple, c'est le cas du côté de la schizophrénie. Oui, il y a un déficit par rapport aux enfants dont les parents n'ont ni schizophrénie ni trouble bipolaire, mais on recoupe la normale dans la bipolarité. Ça recoupe d'ailleurs des vidéos familiales qui ont été faites aux États-Unis d'enfants qui étaient devenus par la suite schizophrènes, et puis on a regardé les vidéos familiales pour voir, on trouve des petits déficits sur le plan moteur notamment, qui signent des petits déficits sur le plan dopaminergique, bien avant bien sûr que les premiers prodromes de la schizophrénie apparaissent par exemple. Et si on va voir du côté de la cognition sociale en particulier, c'est assez dramatique, donc pratiquement de nouveau dans la schizophrénie, que ce soit quand on investigue des tâches qui investiguent la théorie de l'esprit ou d'autres dimensions de la cognition sociale, on retrouve des déficits chez ces enfants. De nouveau, ça ne veut absolument pas dire qu'ils vont devenir schizophrènes, ça peut être des endophénotypes, évidemment, qu'on retrouve dans les fratries où il y a un schizophrène. Quand on fait des tests en cognition sociale, on retrouve très souvent des choses sans évidemment que l'individu devienne psychotique. Alors ils se disent, maintenant justement pour essayer de répondre aux remarques qu'ils faisaient dans la littérature, souvent qu'on a un one-shot, non, on va essayer de ne pas avoir un one-shot, on va essayer de suivre ces enfants, disent-ils, et donc on se propose de voir ce qui se passe chez ces enfants lorsqu'ils ont non plus 7 ans, mais 11 ans. Et ils disent, là on va suivre avec une batterie un peu plus exhaustive, en voyant aussi des échantillons sanguins avec des génétique, mais aussi d'autres phénomènes, en faisant de l'imagerie cérébrale, en réinvestissant la cognition, mais aussi, vous voyez, l'activité physique, le sommeil, toute une série d'autres paramètres là qui sont pris en considération. Ils n'ont pas encore les résultats, c'est en cours là actuellement, donc on attend de voir ce que ça va donner. 153 familles ont été abordées, il n'y en a que 14 qui ont décliné l'offre.
Et donc leur idée, c'est vraiment de dire ceci, hein, dans ce fameux modèle neurodéveloppemental de la schizophrénie, ben, quand les premiers prodromes apparaissent, tout ce qui est, hein, de la myélinisation, etc., est déjà pratiquement en place ou est mal en place. Est-ce qu'on ne peut pas essayer de remonter, évidemment, bien plus tôt que l'adolescence ou le début de l'âge adulte, pour essayer de voir s'il y a des choses, et s'il y a des choses, quelles choses, et quand on parle de résilience, quelles choses peuvent être en faveur de la résilience ou au contraire d'une évolution péjorative qui pourrait aller vers une transition psychotique, par exemple. Hein, donc, ce n'est pas du tout un terme de stigmatisation, c'est de dire, d'essayer de voir. Hein, si, par exemple, si la neurocognition est atteinte, même qu'on a des déficits moteurs, mais que la cognition sociale, par exemple, n'est pas atteinte, n'est pas très atteinte, est-ce que c'est un facteur de bon pronostic? Est-ce que c'est un facteur de résilience ou pas, hein? D'autres combinaisons possibles pour essayer de voir les enfants qui s'en sortent le mieux ou le moins bien, justement. Dans l'idée de dire, ben oui, si on voit qu'il y a effectivement des choses qui sont en train de décrocher plus tôt, ben on pourra peut-être essayer d'agir pour essayer de rectifier les choses plus tôt. Et à cet âge-là, ben c'est pas souvent par les médicaments qu'on agit, mais c'est en mettant des moyens. Est-ce que c'est dans la psychoéducation? Est-ce que c'est un travail avec les parents? Est-ce que c'est des moyens, un coaching à l'école? Enfin, est-ce qu'on peut mettre toute une série de moyens qui vont essayer de renverser la vapeur que l'on pourrait observer une décennie plus tard? Donc ça, c'était sa présentation sur le risque, enfin le phénomène de prévention par rapport au risque de transition, notamment psychotique. Je termine en vous montrant quelques dias de manière beaucoup plus courte sur son deuxième topic. Donc toujours cette Merete nous a parlé de la prévention du suicide. Et elle nous disait ceci: quand on s'intéresse à la prévention du suicide, il faut s'intéresser à la prévention universelle du suicide, hein, pour toute la population entière, prévention sélective pour des individus qui seraient à risque par rapport au passage à l'acte suicidaire, et puis chez ceux qui ont déjà commis, hein, des tentatives de suicide, hein, qui ne sont non seulement à risque, mais on est déjà dedans. Hein. Commençons par ceux où on est déjà dedans, qui ont commis le suicide. Elle dit, on a développé chez nous, au Danemark, dit-elle, toute une série de moyens qui n'existaient pas avant. Nous avons des équipes, des SMUR médicalisées, par exemple, psychiatriques, hein, pour les interventions en psychiatrie. Et puis on a mis aussi, un peu comme dans les projets 107, des équipes mobiles aussi qui se déplacent à l'extérieur. Et qu'elle dit ça porte ses fruits, hein, si on voit ce qui se passe par rapport à quand on n'avait pas de plan d'intervention comme cela. Ben oui, en termes de probabilité de non-répétition, on est plus favorable, ou si on voit les choses d'un autre côté, en probabilité de ne pas mourir de suicide, ben oui, lorsqu'on intervient de ces manières-là, on est meilleur que si on n'intervient pas. Donc ça, c'est pour ceux qui ont déjà commis des tentatives de suicide. Un deuxième groupe, c'est ceux qui sont à risque de passer à l'acte suicidaire. Alors elle disait, on s'est intéressé, on a beaucoup modernisé nos installations, disait-elle, nos hôpitaux, par toute une série de moyens mécaniques et autres pour ne pas qu'on puisse se pendre à la douche, au robinet ou ainsi de suite. Ça va par des mesures aussi élémentaires que celles-là. Quand on construit un nouvel hôpital, je peux vous dire que c'est des choses dont évidemment on n'échappe pas maintenant avec les architectes. Et puis il y a ceci de manière plus importante. Elle dit il y a un fait. Alors les Nordiques sont très pragmatiques comme ça, hein. Ils n'intellectualisent pas beaucoup, mais ils disent quand on observe quelque chose, on doit faire quelque chose. Et ce qu'on observe au Danemark, hein, c'est que 3% des patients qui se suicident, hein, eh bien, sortent d'un service de psychiatrie 8 jours avant. Et ça veut dire quelque chose. 3% de tous nos suicidants et suicidés viennent de sortir dans les 8 jours d'une hospitalisation. Alors elle dit ça, on doit en tenir compte. On ne peut pas ne pas en tenir compte. On le remarque d'abord. C'est bien qu'il le remarque. Je ne suis pas sûr qu'en Belgique on a les statistiques pour le dire. Et puis en plus de ça, une fois qu'on le remarque, on doit en faire quelque chose. Alors, de nouveau, on peut discuter est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, mais en tout cas, en faire quelque chose. Voilà, eux essayent de mettre des plans de prévention, en tout cas pour tous les patients qui vont sortir. Ils investissent, enfin ils essayent d'évaluer ce
ce risque de passage à l'acte, et en tout cas essaye en tout cas de mettre un plan. Si le patient ne va pas bien, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il peut d'abord appeler. Alors de nouveau, on peut discuter, une espèce de contrat moral. I have promised not to hurt myself. J'ai promis de ne pas me faire du mal. Et puis la liste de numéros de téléphone, est-ce que c'est les parents, est-ce que c'est l'entourage, est-ce que c'est les professionnels, enfin, mais en tout cas, à partir du moment où 3% se suicident dans la semaine, eh bien, on doit réfléchir, on doit essayer d'être plus actif à ce niveau-là, disait-elle. Et puis dans la population générale, il y a toute une série de mesures indirectes qui font qu'il y a une répercussion sur le suicide, sur la prévention du suicide. C'est quoi? C'est par exemple lorsque les barbituriques ont diminué, oui, les taux de suicide par barbiturique forcément ont diminué, puisque on savait que c'était très mortel. Même chose pour la sécurité des antidépresseurs, par exemple. On a des antidépresseurs de plus en plus sûrs. On peut voir, donc, dans la population générale, on peut voir une diminution de la mortalité par prise d'antidépresseurs. Donc voilà un petit peu, dans cette présentation plus succincte, ce qu'elle disait de la manière d'essayer de penser la prévention. Je dis, il y avait toute une série d'autres présentations également qui tournaient autour de résilience. Qu'est-ce qui fait que, alors, quand on a un environnement mauvais, quand on a des facteurs génétiques mauvais, quand même on va aller vers la résilience. Ce n'est pas la seule présentation, mais